Lundi 23 novembre 2020, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, 17 véhicules offerts récemment aux structures gouvernementales de mise en œuvre du projet Abidjan Transport dans le cadre du programme Compact. Ce projet, estimé à plus de 500 millions de dollars américains, est une initiative du Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, remercie le roi du Duablin. Ces populations ont en effet participé le 31 octobre dernier au scrutin présidentiel dans le calme. Le ministre de l'Emploi, Pascal Abinan Kouakou, est porteur d'un message du chef de l'État ivoirien. Enfin, en Éthiopie, un ultimatum de 72 heures aux dissidents du Tigré pour déposer les armes. En Côte d'Ivoire, donc, 17 véhicules offerts récemment aux structures gouvernementales intervenant dans la mise en œuvre du projet Abidjan Transport. C'est un don du Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire. Ces véhicules font donc partie de la dotation en équipement prévue dans le cadre du programme Compact, estimé à plus de 500 millions de dollars américains. Les précisions de Jean-Louis Wangbo. Ces 17 véhicules flambant neufs font partie de la dotation en équipement aux entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport, fruit de la convention entre le Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire et ses entités afin de faciliter leur appui à ce projet. Nous comptons sur la bonne collaboration avec ces entités pour pouvoir réaliser tous les travaux prévus dans le programme Compact, qui est le don des États-Unis à la Côte d'Ivoire et qui vise à apporter dans le pays une plus grande mobilité des biens et des personnes. Le projet Abidjan Transport est une composante du programme Compact, un don d'environ 525 millions de dollars, soit 290 milliards de francs CFA du gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On peut former tout le monde, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas d'outils, le travail est vraiment difficile. Donc il faut les outils comme ces jolis véhicules qu'on a donnés aujourd'hui pour vous féliciter et faciliter le travail. Un acte de générosité fort apprécié par le directeur de cabinet du ministre des Transports et qui en a promis un usage efficient. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette générosité du gouvernement américain soit véritablement bien utilisée et que donc, le gouvernement américain se félicite de pouvoir reconnaître en la Côte d'Ivoire un exemple, un modèle. Outre ces véhicules, la dotation du Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire comporte aussi du matériel informatique pour chacune des entités et des équipements spécifiques à fort impact dans le secteur des infrastructures, comme un déflectomètre et un géoradar déjà livrés. Une caserne de sapeurs-pompiers pour Bingerville, commune située dans la région sud du pays. Ce don des autorités municipales avec l'appui du Premier ministre Ahmed Bakayoko est estimé à environ 200 millions de francs CFA. La nouvelle caserne de sapeurs-pompiers de Bingerville va ainsi renforcer la sécurité des personnes et des biens. Amadou Ouattara. Incendie dans un secteur du quartier Mbroumé résidentiel escampement gris. Nous sommes à Bingerville. Cet incendie est survenu aux alentours de 22 h le 4 novembre dernier. Il y a une dame qui a commencé à crier « Aidez-moi au secours, secours ». Mon mari a mis feu dans la maison. Jusqu'à les sapeurs-pompiers vont venir. Tout est déjà brûlé. C'est une bouteille de gaz, c'est ça qui a causé tout ça là. Ici, l'incendie a fait au moins 2 blessés selon les riverains. 32 baraques sont également parties en fumée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires venus d'Abidjan. Autre lieu, Carrefour à Bata. Il y a quelques mois, Adèle Aou, vendeuse, a été témoin de l'incendie de cet immeuble. Les équipes des sapeurs-pompiers bravent des difficultés afin d'accéder au site victime d'incendie dans la commune de Bingerville. Au nombre des obstacles, les faux appels de détresse et la distance à parcourir lors des interventions. 1 heure minimum, le temps mis par les soldats du feu. Le temps de quitter l'Indénié, Cocody et tout ça,
pour être ici à Bingerville, je pense que c'est quand même bien temps, chose compliquée. Donc, si nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui une caserne ici à Bingerville, je pense qu'en moins de 15 minutes déjà, les pompiers pourraient être là. Ça allait être au moins, je peux dire, 2 baraques qui seraient partis en fumée. La construction de la caserne constitue une véritable bouffée d'oxygène, non seulement pour les populations de Bingerville, mais aussi pour celles des secteurs associés tels que Mbadon et Faya. Avant son inauguration officielle, cette caserne vient de bénéficier d'équipements de bureaux et de matériel électroménager. Le colonel-major Issa Sako, commandant le GSPM, apprécie cette initiative à l'actif de l'équipe municipale. L'acte de ce jour va permettre, avant la remise officielle de la caserne, d'améliorer considérablement les conditions d'existence de nos hommes sur la commune de Bingerville. Je voudrais vous en remercier au nom de monsieur le chef d'état-major général des armées. Vous exprimez toute la reconnaissance du GSPM pour le souci que vous avez de vos concitoyens. D'un coût de plus de 150 millions de francs CFA, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville est un bâtiment R+1 fait pour accueillir environ 150 agents. Les travaux ont été entamés le 5 janvier 2019. C'est une promesse de campagne du député-maire Issouf Doumbia. Je tenais au passage saluer le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui a été un soutien fort pour cette jeune équipe. Vous voyez ce bâtiment juste derrière nous, c'est la participation, celui-là. C'est le Premier ministre qui a bien voulu nous mettre à disposition des moyens pour construire ce bâtiment. Parce qu'au début, c'était juste ce bâtiment que le conseil avait décidé de construire. Mais on a le colonel-major Issa Sako qui voulait bien voir cette caserne avec toutes les commodités et il nous a demandé de rallonger quand même notre budget et de faire ça pour eux. Du 10 au 15 novembre 2020, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville a enregistré 15 interventions. Il s'agit de 8 accidents de la circulation routière, 6 assistances à personnes en danger et 1 incendie. Pourtant, l'opérationnalité de cette caserne n'est pas encore connue par la majorité de la population. Je ne savais pas que les pompiers étaient à Bingerville. C'est vous qui venez de m'apprendre que les pompiers sont à Bingerville. Là, comme ça, s'il y a un autre cas, bon, ils vont se dépêcher pour venir. Selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, du 1er janvier au 31 octobre 2020, ce sont 391 interventions qui ont été effectuées à Bingerville à partir des casernes d'Abidjan. On note, entre autres, 191 accidents de la circulation routière, 29 incendies, 47 malades transportés, 16 femmes en travail. Autre actualité nationale, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est prononcé hier sur la situation sociopolitique lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Le RHDP a invité le gouvernement à maintenir un climat de paix dans tout le pays. Abou Sanogo. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se prononce sur l'actualité sociopolitique du pays. Les violences électorales et le dialogue politique au centre de ces échanges avec la presse. Selon le porte-parole principal du RHDP, son parti n'est pas d'accord que l'opposition pose des conditions pour la reprise du dialogue politique. La situation sociopolitique qui prévaut convoque tous les acteurs politiques au tribunal de la responsabilité et exige de tous de la retenue. Le RHDP rappelle à l'opposition que la main tendue du président de la République ne doit pas être perçue comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme un acte de responsabilité qu'il pose dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de la paix. Le RHDP, selon son porte-parole principal, encourage le président de la République, Alassane Ouattara, à continuer à œuvrer pour la paix par le dialogue. Le RHDP assure le président de la République élu, son Excellence M. Alassane Ouattara, de son soutien total et sans faille dans la poursuite des enquêtes en cours
et dans sa quête du dialogue pour une paix sincère et durable. Le RHDP invite le gouvernement à demeurer ouvert au dialogue, sans toutefois renoncer à poursuivre les enquêtes liées aux violences électorales, à rechercher tous les auteurs et leurs complices, quel que soit leur rang, pour faire émerger la vérité sur ce qui s'est effectivement passé. Présent à ses côtés, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, demande pour sa part une célérité dans les enquêtes en cours afin de situer toutes les responsabilités. Nous demandons une célérité non seulement des enquêtes pour tous, mais nous voulons une clarification. C'est donc une situation qui non seulement appelle à plus de responsabilités dans la gestion des enquêtes, mais surtout à situer les responsabilités pour que les Ivoiriens définitivement puissent avoir une vraie visibilité sur l'état d'esprit de l'opposition. Donc pour nous, l'enquête suit son cours comme il se doit. Pour finir, le RHDP a dénoncé, selon son porte-parole principal, la tentative de catégorisation des victimes des violences électorales par l'opposition. Poursuivons l'actualité nationale avec la rencontre hier entre le ministre de l'Emploi, Pascal Abinan-Kouakou, et le roi du Duablin au palais royal de Agny-Bilécrou, dans la région est du pays. Le ministre Pascal Abinan-Kouakou a ainsi traduit la reconnaissance du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble des populations du Duablin pour avoir participé le 31 octobre dernier au scrutin présidentiel, et cela dans un climat apaisé. Les précisions de Herman Niamia. Dans le département d'Agny-Bilécrou, le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier s'est globalement bien déroulé. Malgré quelques perturbations isolées, dues au mot d'ordre de boycott actif lancé par l'opposition, le scrutin a pu se tenir dans pratiquement tous les bureaux de vote avec en prime un score de 91,7% en faveur du candidat du RHDP. Aussi, grâce à l'implication du roi et des chefs de village du royaume, ainsi que la vigilance des forces de l'ordre, le département n'a connu de manifestations violentes. Satisfait de ce comportement républicain, le président de la République a tenu à traduire sa reconnaissance au royaume duablin. Le ministre Fofana et moi, nous sommes porteurs d'un message du président de la République. Le message, il est simple. La première chose à dire, c'est que le président est content du travail que vous avez fait ici lors des élections présidentielles. Donc, il nous a chargé de remercier d'abord Monsieur le préfet du département et les forces de sécurité du département d'Agny-Bilécrou. Le président nous a chargé également de remercier Sa Majesté Nana Tigori Niamey pour son implication personnelle dans le déroulement du vote. L'élection présidentielle est désormais terminée et le président Alassane Ouattara a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Il faut donc tourner la page des événements malheureux pour s'orienter résolument vers le développement du pays, a insisté l'émissaire du président de la République. Le président nous a dit de vous demander de pardonner à ceux qui vous ont manqué de respect, qui vous ont insulté à cause de lui, à cause de son élection. Il vous demande pardon et il vous demande à votre tour de pardonner. Au cours de cette rencontre, qui a enregistré la présence de l'ensemble des chefs de village du royaume duablin, le ministre Pascal Abinan-Kouakou, qui avait à ses côtés le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a remis au nom du président de la République une enveloppe de 6 millions de francs CFA aux populations et les clés d'un véhicule neuf de type 4x4 au roi du Duablin Nana Tigori Niamey, intronisé en octobre dernier. Des prières pour une paix durable dans tout le pays à Mbato, dans la région centre-est. Les religieux se sont rassemblés et ont prié pour le rétablissement des blessés et le repos des âmes des personnes décédées lors des récentes violences post-électorales dans la région. Les précisions de Léon Brou de RTI Boaké.
Autochtones Agni et leurs hôtes halogènes, tous ensemble à l'espace Gravier à l'invitation des communautés religieuses de Mbato. Un seul objectif, exorciser à l'unisson et selon Dieu le mal à l'origine des récents événements meurtriers dans cette partie de la région du Morono. Il y a un moment pour donner la vie et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Prier pour le repos de l'âme des défunts, la guérison des blessés et le pardon mutuel pour la consolidation de la paix. À l'autel de cet exercice, musulmans, chrétiens catholiques et évangéliques avec à leur tête des guides religieux de renom comme Monseigneur Alexis Touablioulou, évêque d'Agboville. Tous sont appuyés par le préfet de Mbato, une exhortation non sans effet sur les communautés vivant dans la ville sont donc pris et poser des actes et engagements en faveur du vivre ensemble. Nous prenons l'engagement ferme de faire la paix entre nous jeunes. Nous nous engageons également à ne plus recourir à la violence dans la commune de Mbato entre les deux communautés. Je ne ferai que chanter sur les toits de ma commune la paix aujourd'hui, la paix demain et la paix toujours pour que Mbato soit une cité paisible. Autre pan de cette prière écuménique pour la paix, la levée de fonds, ceci dans le prolongement de la solidarité des religieux aux blessés et autres personnes rendues vulnérables du fait des événements de Mbato. Retour dans le district d'Abidjan. Un spectacle a été offert récemment dans la commune de Cocody pour célébrer le dialogue interculturel. C'est une initiative de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, appuyée par l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le point dans ce reportage de Issa Yeo. Cocody, Fondation Amadou Hampâté-Bâ, le dialogue interculturel célébré. Parenté à plaisanterie, orchestration musicale, conte, en passant par l'interprétation des rythmes espagnols. Tout y est pour transporter de nombreux spectateurs dans un voyage artistique diversifié. Les alliances interethniques sont des accords d'entraide et de coopération entre les peuples. Et en vertu de ces accords, les peuples qui les contractent ne doivent jamais s'attaquer. Dès qu'il a vu le vieil homme, il s'est mis à vociférer sur lui. Tu me fatigues! Et d'ailleurs, ce soir, on devrait trouver l'accoutrement qui sied à ta nouvelle fonction. J'ai assisté à un spectacle extraordinaire, un dialogue interculturel qui s'est fait par le mot, mais aussi par la musique, par les contes, qui m'a vraiment touché parce que c'est une autre manière de parler de la paix. Ce spectacle est marqué par la prestation du virtuose de la musique malienne, Toumani Diabaté. Ce pont culturel entre l'Afrique et l'Europe est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Amadou Hampâté-Bâ et l'Espagne. Ce que nous voulions mettre en exergue cette fois-ci, c'est la littérature et la musique comme instrument de paix. Et c'est pour ça que nous avons repris des traditions locales, la parenté à plaisanterie, ainsi que des contes d'Amadou Hampâté-Bâ qui reprennent ce sujet, mais aussi des textes de Cervantes, qui est le plus grand écrivain, un des plus grands écrivains espagnols du XVIIe siècle. Tous ces moyens d'expression culturelle sont importants et le but ultime, c'est l'émergence et la consolidation de la paix. Parce qu'Hampâté-Bâ disait toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Il dit riez, riez. Le rire est le baromètre de la bonne santé du cœur. L'Espagne n'entend pas s'arrêter à ce seul spectacle. Ce pays promet de renforcer ce partenariat avec ce temple des vestiges de l'oralité afin de perpétuer le dialogue culturel entre les deux continents.
Direction Bobi, dans le nord-ouest du pays. Le préfet de région, Karim Diarasouba, a rencontré récemment les femmes rurales. Leur principale activité est la culture vivrière et maraîchère. La visite du préfet de région, Karim Diarasouba, visait à encourager les activités agricoles des femmes et également à visiter le chantier de construction de barrages estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Mamadou Kouassi. Autrefois, zone diamantifère, la sous-préfecture de Bobi, dans le département de Séguéla, a changé de statut depuis quelques années. Désormais zone agricole, elle est devenue, grâce aux efforts des femmes, le grenier de la région de Ourodougou. Ces femmes organisées en coopérative agricole ont fait de la culture du vivrier leur principale activité. Des activités qui permettent à ces femmes de s'assumer économiquement. On s'est organisé, on a commencé avec le piment. En trois, on s'en sort. Donc, avec ça, on aide nos maris, on arrive aussi à circulater nos enfants. Pour encourager ces femmes et surtout pour mieux apprécier leurs conditions de travail, le préfet de la région de Ourodougou, Karim Diarasouba, effectue une visite de terrain. Il est accompagné des responsables locaux de l'agriculture et ceux d'une structure technique déterminée à accompagner ces femmes à assurer leur autonomisation financière et économique. C'est un défi pour le gouvernement d'assurer l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural. Mais nous voyons que nos femmes de la région de Ourodougou, et plus précisément les femmes de Bobi, ont pris ce chemin. Il était donc important, au-delà du travail de proximité, de venir in situ, mais rendre compte effectivement du travail formidable qu'accomplissent ces femmes. Et surtout les rassurer que le gouvernement est en train de travailler pour réduire la pénibilité des travaux de ces femmes. Cette visite de terrain dans la sous-préfecture de Bobi a permis au préfet de région, Karim Diarasouba, de constater l'évolution des travaux de construction du barrage hydro-agricole d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA. Une infrastructure réalisée dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom, initié par le gouvernement. Ce barrage hydro-agricole va booster la pêche, l'agriculture et l'élevage à Bobi, afin de renforcer les activités de ces femmes. 1,381 million de morts dus au coronavirus dans le monde depuis décembre 2019. Attention, respectons tous les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 12 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 21 138 cas confirmés de coronavirus, dont 20 798 personnes guéries, 131 décès et 209 cas actifs. 20 novembre 2020, célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Il s'agit pour les Nations Unies de promouvoir le respect et les droits des enfants. En Côte d'Ivoire, les enfants, le temps d'une journée, ont pris les commandes de la Direction de la protection de l'enfant, structure sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point, Sephora Zegui. C'est la ligne d'assistance aux enfants. En quoi puis-je vous aider? Nous sommes dans le tout nouveau centre d'appel téléphonique dénommé Allo 116 Enfants en détresse du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La direction de la protection de l'enfant a célébré la journée des droits de l'enfant en donnant les commandes aux enfants. Réunion de direction donc avec le nouveau directeur de la protection de l'enfant. Ordre du jour. Inauguration du centre d'appel en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Cette ligne permet à toute la population de signaler et dénoncer gratuitement tous les cas de violence faits aux enfants à partir d'un téléphone portable ou d'un téléphone fixe. Avec eux, il fait le tour de cette salle pour expliquer comment marche ce centre d'appel. Maintenant que ce dispositif est là et que nous pouvons appeler à n'importe quel instant, dès que l'appel est lancé, un agent le recevra et communiquera avec la personne. De ce fait, la personne ne pourra pas
venir intervenir vu que cette personne est au téléphone et vous serez déjà localisé. Ce serait un très bon moyen pour freiner certains adultes dans leur élan de brutalité. Initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la mise en place de ce centre d'appel s'est faite grâce au soutien de l'UNICEF. Nous travaillons aussi étroitement avec la ministre pour la prévention. Parce qu'évidemment, notre but long terme, c'est de réduire le montant de violence qui existe en Côte d'Ivoire et d'assurer que chaque enfant peut agrandir et apprendre dans un environnement sain. Allo 116 enfants en détresse est un outil essentiel dans la lutte contre les violences faites aux enfants, selon la ministre Ramata Libakayoko. Nous avons une plateforme où vous avez le ministère de la Sécurité, de la Justice, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Conseil national des droits de l'homme. Donc tout de suite, la prise en charge est rapide. Nous avons aujourd'hui une application qui permet de prendre, en tout cas, les plaintes de 24 heures sur 24. Et ça, c'est essentiel. Et donc, nous sommes tout le temps en alerte pour protéger nos enfants. Pour joindre le 116, c'est gratuit et ouvert 24 heures sur 24. En cas de manquement, de violence ou d'agression d'enfants, ne pas hésiter à contacter immédiatement la ligne 116. La vie d'un enfant pourra ainsi être sauvée. On a voté hier au Burkina Faso pour 2 scrutins, la présidentielle et les législatives. Quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a d'ailleurs commencé. En Côte d'Ivoire, les ressortissants burkinabés vivant à Bouaké, dans la région centre du pays, ont accompli leur devoir civique dans le calme. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Bouaké, consulat général du Burkina Faso, lieu de vote de la diaspora pour la présidentielle burkinabé couplée aux législatives du dimanche 22 novembre 2020. 2 bureaux de vote pour les 595 électeurs issus de la juridiction consulaire de Bouaké. Juridiction qui prend en compte 15 régions. 6 heures, ouverture des bureaux de vote. Le bureau, on peut ouvrir à 6 heures comme il se doit. Quelqu'un doit quitter Sinfra ou Yamoussoukro, on peut comprendre qu'il n'arrive pas tôt. Donc, chacun doit sortir pour prouver que l'autorité a eu raison de leur donner le droit de vote en venant massivement pour voter. C'est la première élection présidentielle à laquelle les Burkinabés de l'extérieur participent depuis l'indépendance du pays. D'où la joie des électeurs venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour accomplir ses devoirs citoyens hors de leur terre natale. Je suis venu de Saint-Fra pour accomplir mon devoir de citoyen qui est de voter. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Comme vous le savez, c'est la toute première fois que les Burkinabés de l'extérieur participent à un vote présidentiel. Donc c'est une fierté pour nous et c'est véritablement un honneur. C'est ma première fois que je vote en Côte d'Ivoire ici. Je suis très content. Je viens de voter tout à l'heure, ça se passe très bien. On souhaite pour que le meilleur gagne. Pour le responsable local de la Commission électorale nationale indépendante, toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Bon, c'est la première fois et vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont désiré il y a très longtemps. Et bon, vraiment, l'avènement de cette chose ne peut que les réjouir. Plusieurs observateurs et agents des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du vote. Ce sont plus de 6 400 000 électeurs appelés aux urnes, dont 18 500 à l'extérieur du pays, pour 21 000 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel burkinabé débute à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. 13 candidats sont en lice pour occuper le palais présidentiel de Kossiam les 5 années à venir. En image, la situation en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé hier un ultimatum de 72 heures aux dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire. C'est la dernière chance pour les Tigréens de déposer les armes, a précisé le chef du gouvernement éthiopien. Enfin, une première en France, un ancien chef d'État devant la justice. Nicolas Sarkozy comparaît en effet aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La justice française soupçonne Nicolas Sarkozy d'avoir cherché à obtenir des informations dans une procédure le concernant auprès d'un haut magistrat contre une promesse d'intervention pour un poste prestigieux dans la principauté de Monaco. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur rti.ci.